Merci de votre fidélité. Effectivement, ce matin, Eva, votre invité, c'est Elie Beressi. Elie Beressi, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique franco-israélien et alors que les actes antisémites se multiplient dans les pays occidentaux en empruntant comme véhicule Israël et la guerre à Gaza, mais aussi au Liban, on revient avec vous sur cette situation, la situation d'Israël qui est souvent mal comprise, mal interprétée. Dernier épisode en date en termes d'incompréhension et de position binaire, la question de l'UNRWA qu'une majorité de députés israéliens ont décidé d'interdire. Ce qui a produit cette unanimité, c'est le fait que l'organisation onusienne soit infiltrée par le Hamas et même par des participants au massacre du 7 octobre. Et il y a eu les réactions internationales. Ces réactions internationales condamnent la décision d'Israël, mais n'évoquent jamais ou très peu la question de l'infiltration de l'UNRWA par le Hamas. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux éléments en fait qu'il faut distinguer dans cette question. La première, c'est effectivement celle du rôle politique que joue l'UNRWA dans le conflit depuis 1949. L'UNRWA, c'est une institution très spécifique qui, comme vous l'avez dit, n'a été créée que pour gérer le problème des seuls réfugiés palestiniens, à l'exclusion donc de tous les autres qui ont été gérés tour à tour par l'Organisation internationale des réfugiés, puis par le Commissariat aux réfugiés. Cette idée en fait de ne gérer que les réfugiés palestiniens, elle a été mise en avant par les États de la Ligue arabe qui ont mené de façon coordonnée avec le bloc de l'Est pendant la guerre froide en fait une offensive diplomatique pour maintenir le problème des réfugiés palestiniens, alors que les problèmes de réfugiés dans l'Europe de l'après-Seconde Guerre mondiale ou dans le sous-continent indien, eux ont trouvé des résolutions durables. L'UNRWA, en fait, gère une population de réfugiés qui descend des 750 000 Palestiniens qui se sont retrouvés réfugiés après la guerre de 47-49. Et ça se transmet de façon héréditaire, mais pas uniquement patrilinéaire. Donc, il y a aussi une égalité de traitement entre les descendants de réfugiés par ligne mâle et les descendants de réfugiés par ligne maternelle. Et dès les années 60, il y a des voix qui s'élèvent contre le fonctionnement de l'UNRWA, les problèmes politiques qui sont liés à l'UNRWA et finalement là on est en 2024 et on découvre que le Hamas a pu infiltrer cette organisation. Votre commentaire depuis le temps que ça dure, j'ai envie de dire. Alors, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Dès 1961, Martha Gellhorn, qui est l'une des plus grandes reporters de guerre du XXe siècle, avait fait un reportage sur les réfugiés arabes où elle dénonçait en fait le biais idéologique des cadres de l'UNRWA, qu'il s'agisse de travailleurs internationaux, donc plutôt d'extraction occidentale, ou de travailleurs locaux. Plus tard, on va noter les accointances, voire en fait l'entrisme de l'OLP dans l'UNRWA. L'un des éléments en fait qui a le plus participé à l'orientation idéologique de l'UNRWA et à son rôle dans le fait de maintenir une idéologie irrédentiste et revancharde dans les milieux palestiniens, c'est l'appartenance de beaucoup de professeurs des écoles de l'UNRWA à l'OLP. Avant le Hamas, il y avait l'OLP qui faisait déjà de l'entrisme. L'OLP servait de cadre et d'organisateur de la société palestinienne. Et il a beaucoup influencé notamment sur les curriculums qui étaient proposés dans les écoles, dans les 59 camps de réfugiés gérés par l'UNRWA, et qui sont des curriculums qui sont extrêmement bellicistes vis-à-vis d'Israël et en absolue opposition avec le droit à l'autodétermination juive aux côtés du peuple arabe en Palestine. Après plus d'1 an de guerre à Gaza et puis cette guerre qui a débuté au Liban, la question de l'après évidemment se pose. Elle se pose notamment en Israël et aussi à l'international. Celle de voir Israël comme un État colonial est contre-productive. Expliquez-vous pourquoi ? Le problème de la question de la colonialité du sionisme et d'Israël, c'est que je pense qu'il faut distinguer l'analyse coloniale de l'assignation coloniale. L'analyse coloniale, on peut la faire. Il y a des aspects historiquement dans le sionisme qui permettent la comparaison avec des mouvements de colonisation européenne. Mais l'assignation coloniale vise à réduire en fait le sionisme à ses seuls aspects, à cette seule dimension,
et du coup en fait se prive de pouvoir comprendre le sionisme à la fois dans son cadre est-européen et proche-oriental, et ses racines profondes dans l'histoire juive, où les Juifs en fait ne se vivent pas comme des Européens qui viennent coloniser un nouveau monde, ils se vivent comme des rapatriés ou des réfugiés qui retournent chez eux. Toute la culture juive est située en Eretz Israël. Maintenant, effectivement, dans la rhétorique des premiers leaders du sionisme diplomatique, Herzl, Nordau, de façon plus ambivalente, par exemple chez le fondateur du sionisme révisionniste Jabotinsky, il y a une dimension occidentaliste et développementaliste qui a des accointances avec le colonialisme. Mais il n'y a pas que ça. Rima Hassan, justement, utilise énormément les citations notamment de Théodore Herzl pour présenter Israël et le sionisme comme un fait colonial. Quel regard vous portez sur cette utilisation qui est faite notamment des citations de Théodore Herzl par une personnalité comme Rima Hassan ? Alors j'ai envie de dire qu'elle est dans son rôle, elle se situe dans la lignée de ce que j'appelle l'assignation coloniale, qu'on retrouve déjà dans les réactions du Comintern aux émeutes anti-juives de 1929. L'assignation coloniale, est-ce que c'est antisémite ? Ça dépend. Je pense que la question de savoir si c'est antisémite ou pas n'a pas vraiment d'intérêt, parce que dans tous les cas, ça ne permet pas de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre dans l'ancien Empire ottoman, les mouvements de population et la singularité du sionisme par rapport à d'autres mouvements nationalistes ou d'autres mouvements de colonisation. Alors pourquoi des personnes comme Rima Hassan ou d'autres utilisent cette assignation coloniale ? Parce que ça a un rôle politique. Le premier qui a exposé de façon systématique l'idée que Israël est un mouvement de colonisation, c'est Fayez Sayer, qui était l'un des fondateurs du Centre de recherche palestinien de Beyrouth, dans un texte de 1965, Zionist Colonialism in Palestine. Ensuite, ça a été repris 2 ans plus tard et introduit dans la gauche française par Maxime Rodinson. L'idée générale, c'est de dire qu'Israël est une société artificielle imposée par l'Occident dans un environnement arabo-musulman auquel elle serait complètement étrangère. Alors justement, la caractéristique fondamentale du sionisme, c'est sa réinscription géographique dans le lieu d'origine de la culture juive et de la nation juive. Et de son berceau. De son berceau, de son cadre géographique, écologique. C'est-à-dire que toute la culture juive, elle est située dans cette région, et c'était l'un des éléments d'aliénation des Juifs en Europe, notamment en Europe de l'Est, c'est que les Juifs étaient considérés par, entre guillemets, leur race, et surtout par leur culture et leur culte, comme des étrangers fondamentaux à cette région. Et c'était quelque chose qui était partagé à la fois par les antisémites, qui voyaient donc les Juifs par le prisme xénophobe de la race asiatique qui vivait au milieu des peuples européens, mais par les Juifs eux-mêmes qui se considéraient comme des exilés en Europe. Et tout cet aspect occidentaliste ou européen des leaders sionistes, il faut le remettre en contexte. On est face à des populations et des individus qui, en fait, ne sont pas vraiment européens, mais sont européanisés, parfois depuis 2 ou voire une seule génération, récemment intégrés, et qui ont aussi le zèle du converti. C'est-à-dire ? Dans le cas, par exemple, de Nordau, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu juif orthodoxe, qui a grandi, éduqué dans la religion juive, et qui s'en détache complètement. Son sionisme, c'est un retour nationaliste à son identité juive, mais du coup, pour lui, ça vient de concert avec, on va dire, le fait d'épouser les idées dominantes de l'Europe du 19e siècle. Élie Beressi, ce qu'on entend aussi souvent, c'est en fait, Israël, ça devrait être un État binational avec les Palestiniens. Et si le sionisme ou Israël n'accepte pas ça, ça signifierait que le sionisme, c'est un mouvement suprémaciste. Quel regard, quelle réponse vous apportez à ce type de propos ? Je pense que c'est une myopie historique. Historiquement, dans les années 20, jusqu'aux émeutes de 1929 et même encore un peu jusqu'à la révolte palestinienne de 1936, c'est le sionisme qui, conscient de sa faiblesse et de l'importance de la résistance et aussi d'une certaine manière de la légitimité des aspirations nationales palestiniennes, propose un compromis binational. Ils n'ont pas trouvé d'interlocuteur dans le mouvement national palestinien qui a eu des positions absolutistes de refus de l'immigration juive, de l'autodétermination juive et d'un État binational paritaire. Ou même simplement d'un État confédéral avec une minorité juive qui serait autonome.
d'un point de vue national et pas simplement religieux. Donc, le refus de l'État binational, il vient à l'origine du mouvement national palestinien. Et c'est uniquement, en fait, quand cette perspective s'est fermée à eux après leur défaite en 47-49, qu'ils ont commencé à accepter un compromis, en fait, qu'ils avaient refusé dans un premier temps. Maintenant, historiquement, les exemples d'États binationaux qui représentent un succès politique de cohabitation et d'égalité entre les populations sont extrêmement rares et sont le fait de développement politique et historique très particulier. La plupart des États multiethniques se sont maintenus parce qu'ils avaient un régime autoritaire qui permettait de maintenir une paix, en fait, entre les différents groupes ethniques. Et dès que ce régime autoritaire s'est effondré, on a, dans le meilleur des cas, c'est la Tchécoslovaquie, une partition pacifique, ou dans le pire des cas, c'est l'ex-Yougoslavie, avec des guerres ethniques et des nettoyages ethniques absolument atroces. Un État binational tel qu'il est prôné, c'est donc la continuation par d'autres moyens de la guerre contre Israël ? Je dirais en tout cas qu'un État binational ne réglerait pas le conflit, il en changerait simplement les paramètres. C'est-à-dire qu'on passerait d'une guerre entre deux mouvements nationaux qui ne sont pas intégrés à la même unité politique à une guerre civile sur la base de lignes ethniques et confessionnelles comme ce qu'on a pu avoir au Liban de 75 jusqu'aux années 90. Israël, dans le débat public, est souvent également présenté comme une continuation de l'Occident dans un environnement moyen-oriental entouré, et ça c'est un fait politique avéré, par des pays qui ne sont pas démocratiques, et donc Israël en tant que démocratie serait par essence occidentale. Et pourquoi est-ce que c'est présenté le fait démocratique dans cette région de cette façon-là, et est-ce que ça nous dit une réalité d'Israël ? Je pense qu'il y a deux niveaux à cette question. La première, c'est qu'effectivement, il y a une complaisance des Israéliens à se représenter comme faisant partie de l'Occident, du monde moderne, l'alignement avec les États-Unis, les liens historiques forts avec l'Europe. Mais ça, il s'agit plutôt d'une volonté des subalternes, parce que les Juifs ont été historiquement des subalternes dans le monde occidental, de se rehausser à égalité avec leurs anciens dominateurs et de refuser aussi effectivement le cadre autoritaire qui domine au Proche-Orient. Maintenant, il y a deux choses. Premièrement, la démocratie et le fait d'avoir un État administratif, industriel, moderne, gouverné selon des normes libérales et démocratiques, c'est pas quelque chose de proprement occidental. La Corée du Sud est une démocratie libérale, le Japon est une démocratie libérale, Taïwan est une démocratie libérale. Ils sont alignés diplomatiquement sur l'Occident. Je pense que culturellement, historiquement, on ne considère pas que c'est des États occidentaux. Et dans le cas d'Israël, il faut prendre en compte que la majorité de la population est issue de réfugiés juifs venus des pays du monde arabe et musulman. Culturellement, c'est pas des occidentaux. Et même les juifs européens, qui ont constitué jusque dans les années 60 la majorité de la population israélienne, et qui constituent la majorité de ces élites politiques, militaires, économiques, culturelles. On peut les considérer comme européanisés, comme j'ai dit, c'était des personnes qui étaient européanisées finalement de fraîche date au moment de leur arrivée en Eretz Israël ou en Palestine ottomane puis britannique. Mais par ailleurs, si on prend le sens huntingtonien de l'Occident, alors qui est très, la théorie du choc des civilisations est très contestée à raison. Mais ces juifs européens viennent de régions de l'Europe qui sont les anciens empires Habsbourg et russes puis soviétiques et qui ne correspondent pas à l'Occident. Donc en fait, la population israélienne, dans sa part européenne comme dans sa part venue des pays arabo-musulmans, n'est pas rattachée à l'Occident culturellement et par son origine géographique. Dernière question, vous êtes chercheur, analyste politique franco-israélien, vous êtes un fin connaisseur, on le voit, de la société israélienne et du monde juif. Comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, l'antisémitisme utilise principalement le véhicule du sionisme, de l'antisionisme d'Israël et de ses guerres pour se répandre, et pourquoi ça marche ? Parce que l'antisémitisme a toujours utilisé l'effet dominant du monde juif contre le monde juif. Quand les juifs étaient minoritaires, dispersés, apatrides, c'était ce qu'on leur reprochait. Maintenant que le fait national israélien est le fait dominant de l'histoire juive contemporaine,
c'est le fait qu'on va reprocher à Israël. Par ailleurs, effectivement, il y a des critiques légitimes à faire à la politique israélienne. La guerre, aussi légitime qu'elle soit, est menée de façon extrêmement brutale. Il y a la question, effectivement, de la pertinence. On peut comprendre tout à fait le choix, et ça fait un large consensus de la représentation politique israélienne, de rendre illégal l'UNRWA, mais tout en posant des critiques légitimes sur le fait de devoir fournir un modicum d'assistance humanitaire à des populations civiles qui sont en situation de détresse absolue. Mais en fait, les critiques légitimes servent souvent d'alibi à en fait, ce qui est une hostilité fondamentale vis-à-vis du monde juif. Et d'un côté, on sait que les antisémites seront toujours d'une agressivité constante vis-à-vis d'Israël, et ils useront systématiquement de tout ce qu'on peut reprocher à Israël pour pousser un agenda qui est beaucoup plus sinistre. Et d'un autre côté, je ne pense pas qu'en tant que juif ou en tant qu'israélien, l'on doive se complaire dans la permanence de l'antisémitisme pour pas regarder en face en fait la rationalité de nos propres politiques et les évaluer. En fait, ce qui compte, c'est finalement la rationalité et l'éthique de nos propres politiques, quoi qu'en dise le monde juif, et en particulier les antisémites, dont finalement l'opinion ne compte pas tellement. Merci beaucoup Elie Beressi, analyste politique franco-israélien, d'être venu ce matin avec nous sur Radio J. Merci beaucoup. Merci à vous.